Eh bien, on va parler de la procréation médicalement assistée. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. On va parler du Congrès, on va parler des européennes, on va parler du rythme des réformes aussi. Et nous sommes ce matin avec une ancienne ministre qui est sénatrice désormais, Madame Laurence Rossignol. Bonjour Laurence Rossignol, merci d'être parmi nous pour ce dernier talk de la saison. D'ailleurs, je préviens nos internautes. Il faut continuer à regarder Figaro Live, il y a beaucoup d'autres choses qui seront diffusées pendant tout l'été. Laurence Rossignol, il y a un rapport du Conseil d'État qui a été remis hier au Premier ministre. On n'en connaît pas encore le contenu définitif et précisément, puisque ça sera le 11 juillet qui sera rendu vraiment public. Dans ce rapport, il est dit il faut la PMA pour toutes, parce qu'il y a une demande sociétale. Vous êtes d'accord avec ça? Alors oui, c'est vrai, il y a une demande sociétale, mais je crois, si j'ai bien lu votre article ce matin, que par ailleurs, ce que relève le Conseil d'État, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle juridique à la PMA et qu'en revanche, il précise qu'en ce qui concerne la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses, là en revanche, on se heurterait à des principes de constitutionnalité et en particulier à celui d'indisponibilité du corps humain. Donc le rapport du Conseil d'État est assez cohérent juridiquement avec ce que je pensais et même sociétalement. Oui à la PMA pour toutes, non aux mères porteuses qui ne sont pas conformes, qui ne seraient pas conformes aux droits au principe du droit en France, et en particulier au droit des femmes à ce que leur corps ne soit pas une marchandise. Alors, est-ce que c'est pas anormal quand même? Vous êtes une femme, vous êtes avec une autre femme, vous pouvez recourir à la PMA. Je suis un homme, je suis avec un autre homme, je voudrais avoir des enfants et je ne peux pas avoir d'enfants. C'est pas juste. C'est pas juste. Mais la loi peut pas non plus atténuer toutes les injustices de la nature. Ce n'est pas juste, et même si vous êtes un homme avec une femme, vous aimeriez porter votre bébé, vous ne le pouvez pas. Et vous pouvez même en avoir envie. Ce qui veut dire que le droit à l'enfant n'est pas valable pour les hommes, alors. Ce qui veut dire que tout le temps, vous savez, être légiféré, c'est souvent arbitrer entre des principes contradictoires, entre des intérêts contradictoires. Et parfois, il faut choisir. Et en ce qui concerne la gestation pour autrui, les mères porteuses, c'est le droit à l'enfant contre la non-disponibilité, non-commercialisation du corps des femmes. La différence avec la PMA, c'est que pour faire une PMA, on utilise des gamètes, don de sperme, ça ne porte pas atteinte à l'intégrité physique de l'homme qui a donné son sperme. Alors que pour la GPA, c'est un business, c'est un commerce sur le ventre des femmes. Alors le Conseil d'État dit qu'il y a une demande sociétale, il y a le comité bioéthique qui s'est réuni. Il semblerait qu'il soit beaucoup plus réservé, mesuré là-dessus, et au contraire, qu'il ne recommande pas vraiment l'ouverture de la PMA pour toutes. Écoutez, les différents... C'est la morale contre le droit, c'est quoi? Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas encore le rapport du comité d'éthique, mais écoutez, il y a différents rapports. C'est un sujet qui a quand même quelques années. Le président de la République s'est engagé dans sa campagne présidentielle. Ce serait bien qu'il mette en œuvre les engagements qu'il a pris, parce que quand il s'agit de prendre des mesures impopulaires ou avec lesquelles il y a des difficultés dans la mise en œuvre, il ne manque pas de dire « c'était dans le programme, j'avais prévenu ». Donc pour la PMA, c'était dans le programme, donc il faut le faire. Alors à ce propos, justement, sur le rythme des réformes, il est parti sabre au clair, si vous me permettez l'expression. Et puis, on a l'impression qu'il y a certains sujets qui sont délicats, comme celui, justement, de la filiation. Et il va le faire, ça, la PMA, à votre avis? Je ne sais pas. Il s'y est engagé, donc il doit le faire. Ouais. Il y a beaucoup de projets, là, beaucoup de plans. Plan pauvreté, on en a parlé hier. Le plan hôpital, autant de sujets que vous connaissez bien d'ailleurs. Sur la bioéthique, on se demande si ça va avoir lieu. Qu'est-ce qui se passe là? Il procrastine comme François Hollande? Écoutez, le report du plan pauvreté, indépendamment des aspects de communication, où le premier matin, on nous dit que c'est à cause de la Coupe du Monde, la deuxième fois, on nous dit que c'est parce que les Français sont en vacances, donc ils ne sont pas disponibles pour entendre parler de pauvreté. Je signale quand même aux ministres qui disent ça que justement ceux qui sont l'enjeu de ce plan pauvreté partent probablement pas beaucoup en vacances, donc ils peuvent être disponibles pour entendre les mesures qui sont prises pour eux. Mais ce que j'observe surtout, c'est que le plan pauvreté est reporté, le plan hôpitaux est reporté, le plan stratégie pour l'enfance est reporté, mais le plan premier de cordée, lui, ça fait 1 an qu'il est à l'œuvre. Il n'y a jamais eu de plan de cordée. Ah, je ne sais pas comment on peut appeler les 5 milliards de cadeaux fiscaux qui ont été et qui maintenant il faut bien financer, parce que quand vous asséchez les ressources de l'État, d'autant d'argent
que ce qui a été fait l'année dernière avec la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune, avec la flat tax, tout ça, il faut le financer. Ou alors, il faut baisser les dépenses en faveur des plus défavorisés. Le problème est là, mais je pense que le message qui est envoyé, c'est que les pauvres n'ont pas fini de rester coincés dans le refuge à regarder monter les premiers de cordée. Donc le gouvernement ferait bien d'être un peu plus dans son en même temps, parce que pour le moment, c'est pas en même temps. C'est pour les riches, c'est fait, pour les pauvres, c'est reporté. Tout le social est reporté. Et les hôpitaux, et la stratégie pour l'enfance, tout ça est quand même très choquant. Comment vous expliquez le président de la République, tout comme le Premier ministre d'ailleurs, baisse dans les sondages de façon assez sensible, et l'un et l'autre, soit en approbation, soit en popularité, parce qu'il faut faire attention aux termes. Néanmoins, personne dans les oppositions, puisque ces oppositions sont multiples, gagne. Comment vous expliquez cette chute d'abord ? La chute, c'est à la fois l'impopularité de l'injustice. C'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est injuste. C'est bancal. Voilà, le président des riches s'est installé maintenant. C'est perçu comme tel. Et puis une communication qui est choquante et qui heurte les gens. Vous savez, cette petite vidéo qui a été soigneusement montée à l'Élysée, lancée sur les réseaux sociaux par la chargée de com du président de la République, dans lequel on voit le président dire « Oh !» Mais tout ce pognon, ça coûte un pognon dingue, les aides sociales. Le pognon dingue des aides sociales, c'est une communication qui ne fonctionne pas. D'abord, elle ne s'adresse pas directement aux gens, ça fait manipulation, et en plus, le contenu est choquant. Donc, le président, j'ai vu ce sondage, il est taxé d'arrogance, il est taxé d'une politique injuste, sa politique est considérée comme injuste, et problème maintenant pour lui, elle est considérée comme inefficace. Elle n'est plus. Voilà. Les résultats sont pas là. Les résultats sont pas là. Je pense qu'il manque de précaution à l'égard des Français, à l'égard des corps intermédiaires, à l'égard du Parlement aussi et des parlementaires. Nous sommes les représentants du peuple. Tentation autocratique. Je pense qu'on donne l'impression d'avoir pris un rôle qui est un rôle effectivement un peu autocrate. De temps en temps, on va dire on se calme. Voilà, faut revenir à qui on est. La France, un pays qui a besoin d'être soudé en ce moment, dans un contexte international extrêmement préoccupant, plutôt que de diviser les Français en attaquant les uns, montrant du doigt les autres et privilégiant les troisièmes, il ferait mieux de penser à rassembler les Français autour d'un vrai projet pour la France. Alors, précisément, lundi à 15h, il va s'exprimer devant le Congrès, c'est-à-dire les sénateurs et les députés réunis. D'abord, sur le principe, vous irez ? Bien sûr, je suis parlementaire, j'irai. Et le principe de ce rendez-vous annuel maintenant, est-ce que vous l'approuvez ? C'est étrange quand même. C'est un exercice hybride dans lequel le président de la République, qui n'est pas responsable devant vous, mais vous n'avez pas le droit de l'interpeller. Voilà, on n'a pas le droit d'y répondre. Il parle puis il s'en va sans écouter. J'espère que c'est pas un symbole. J'espère que ce n'est pas un comportement, une attitude qui consiste à parler et ne pas écouter ce qu'on répond. Je ne sais pas ce qu'il va dire lundi, donc je ne préjuge pas. En tout cas, je sais qu'avec le Parlement, il a besoin de réparer un peu l'année qui s'est écoulée, qui a été pour le Parlement assez humiliante. Il néglige les parlementaires ? Moi, très franchement, j'ai souvent l'impression que quand les ministres sont au banc du gouvernement, encore quand les ministres sont là, c'est bien, le plus souvent au Sénat, on a les secrétaires d'État, ils ont l'impression de perdre leur temps. Voilà, ils nous donnent clairement l'impression de perdre leur temps. On est une espèce de point de passage obligé et légèrement encombrant. Si c'était que le Sénat, ça irait, mais ça ne se passe pas très bien non plus à l'Assemblée, si j'ai bien compris. Et puis ça se passe à l'Assemblée nationale, pardon. Et puis c'est globalement tous les corps intermédiaires qui se sentent maltraités. Donc il y a effectivement une forme d'exercice du pouvoir qui peut passer pour de l'arrogance, et je ne suis pas surprise que les Français s'en rendent compte aussi. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours ? Qu'est-ce que vous voulez entendre ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise ? Je ne sais pas ce qu'il en a. Je ne sais pas pourquoi il le fait. Est-ce que c'est un exercice de communication ? Est-ce que c'est à nous qu'il va parler, parlementaires, ou est-ce que, à travers nous et au prétexte du Congrès, il va chercher à s'adresser aux Français ? Je ne le sais pas. Pour le moment, je vais être assez franche, j'en attends pas grand-chose parce que je ne suis pas fanatique de ce genre d'exercice. Je ne prise pas beaucoup ce type d'exercice, donc j'en attends pas grand-chose. Il le fait, il nous convoque. La règle républicaine, c'est d'être présente là où le président nous convoque. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il nous dise qu'enfin il va rééquilibrer sa politique, qu'enfin il va co-construire les lois avec le Parlement, Assemblée et Sénat, et qu'il va rassembler les Français pour faire face à la montée du populisme et des dangers nationalistes.
Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui, avant qu'on se sépare. Oui. C'est le Conseil constitutionnel. On a un peu de temps quand même. C'est le Conseil constitutionnel qui a dit que le délit de solidarité était contraire à nos principes de fraternité. Et je trouve que je suis très heureuse d'abord parce que c'est important en ce moment que le Conseil constitutionnel rappelle que la devise de la République, c'est égalité, liberté, égalité et fraternité, et que cette devise de fraternité, elle peut aussi inspirer des lois et qu'on doit l'appliquer quand on légifère, que c'est pas simplement fait pour être écrit au fronton des mairies. Alors, il y a des élections, ça approche, il y a des élections européennes l'année prochaine, il y a des élections municipales l'année d'après, en 2010. Commençons par les européennes. Le Parti socialiste sera-t-il présent sur la ligne de départ à ces européennes? J'imagine pas qu'il ne le soit pas. D'accord. Mais il faut être... Avec qui? Eh bien, c'est la question. On parle beaucoup de Mme Taubira, qui n'est pas au Parti socialiste d'ailleurs. Écoutez, ce serait bon choix. Ce serait un bon choix, ce serait une personnalité qui est engagée. Partager ses idées? Oui, j'en partage beaucoup. J'étais au gouvernement avec elle. Je partage surtout son humanité, sa vision de l'Europe, du monde. C'est une Européenne convaincue, Christiane Taubira. Et je pense que dans une Europe qui est aussi rongée par les tentations nationalistes, le repli sur soi, elle serait une belle figure. Mais moi, vous me parlez de Christiane Taubira, ce serait bien que ce soit elle, mais je ne veux pas faire pression sur Christiane Taubira. Je la connais, c'est une femme qui décide seule de ce qu'elle fait. Mais c'est vrai que si elle venait, on l'accueillerait. Sur quelle ligne vous seriez pro-européen? Vous n'imaginez pas autre chose? Oui, pro-européen, mais pas pro-commission. Disons-le très clairement. C'est ça qui vous distinguerait? L'Europe, oui, mais la politique que la Commission européenne inflige aux États depuis déjà bien des années est une politique rejetée par les Français. Je pense qu'on ne peut pas dire... Vous distingueriez d'une liste centrale, axe central, macronienne, si c'est le cas? Je pense que la liste macronienne serait identique à la politique qui est conduite en France. Je pense que ce que Macron fait en France, c'est ce qu'il voudrait faire pour l'Europe. Et nous avons besoin d'une réorientation de l'Europe qui soit une alternative à la fois à l'Europe libérale, qui soit un grand espace économique et pas simplement un marché, mais aussi un espace citoyen et démocratique. La politique d'Emmanuel Macron est tellement libérale en France que je ne vois pas en quoi elle peut, pour l'Europe, être une alternative. Pour les municipales, alors c'est l'année d'après, est-ce que c'est une heure de vérité là pour le Parti socialiste? Parce que vous avez déjà laissé beaucoup de plumes, si vous me permettez, on a encore beaucoup de mairies. Au précédentes municipales. Là, comment ça va se passer? Vous redoutez pas qu'il y ait beaucoup de maires qui finalement prennent la casquette En Marche ou qui se composent des majorités ou qui tentent de se composer des majorités assez hybrides? Je pense que des maires vont effectivement se composer des majorités. Elles vont être des majorités de projets dans leur mairie. Elles seront probablement, pour beaucoup d'entre elles, ouvertes assez largement. Des listes aussi d'opposition vont se constituer avec des socialistes et d'autres. Mais ça risque encore d'affaiblir le Parti socialiste, ça, non? Écoutez, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est un peu tôt pour dire ça, parce que vous me dites qu'il y a des maires qui vont vouloir prendre l'étiquette En Marche. J'en suis pas si... C'est dans 18 mois. Je ne suis pas si sûre que l'étiquette En Marche, dans 18 mois, soit aussi porteuse que ça. Aujourd'hui, je pense que les gens vont essayer de travailler ensemble pour des majorités de projets dans les communes. Mais c'est vrai que vous avez raison sur une chose, c'est qu'on verra des alliances, on verra des mélanges qui seront intéressants et probablement un peu iconoclastes. D'accord. Vous êtes optimiste pour le Parti socialiste? Écoutez, non, je ne peux pas être optimiste pour le Parti socialiste, sinon vous me prendriez pour une martienne. Je suis optimiste sur le fait que la gauche et l'espace qu'occupait le Parti socialiste avant est un espace qui demeure aujourd'hui ouvert, qui a une attente. Est-ce qu'on va arriver à l'occuper? Et qui va l'occuper? Ce sera de toute façon pas le même Parti socialiste, pas les mêmes gens, mais c'est un espace d'une gauche qui aspire à gouverner, et probablement pour gouverner encore mieux qu'on l'a fait auparavant, sinon on serait toujours au pouvoir. Nous sommes avec Laurence Rossignol, la sénatrice Laurence Rossignol, et on continue avec vos questions, chers internautes, avec Jean-Baptiste Semerjian. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves. Bonjour Laurence Rossignol. Une première question de Corinne. Bonjour, mon fils habite dans l'Oise, il n'a plus de service d'aide sociale pour les familles avec 3 enfants et plus de logement à prix modéré. Comment faire pour eux?
Madame Rossignol est sénatrice de l'Oise. Oui, écoutez, dit comme ça, c'est un peu court. Ce que je peux indiquer à cette jeune femme... Le manque de moyens, c'est quelque chose que vous voyez, vous ? Mais d'aide sociale à l'enfance, c'est pas très, très précis. Le mieux, c'est qu'elle prenne contact avec moi, l.rossignol@sénat.fr ou le numéro de téléphone du Sénat. Et elle vient m'expliquer plus clairement dans quelle commune elle habite, quels sont exactement les problèmes de son fils. Et on traitera ça. Sur les logements à prix modéré, vous avez l'impression qu'il y a un manque ? Alors, sur les logements à prix modéré, dans l'Oise, il y en a. Dans certaines communes, il n'y en a pas suffisamment, comme partout. Et on est par ailleurs très inquiet sur l'avenir des offices HLM, puisqu'on sait très bien que la loi Elan et les mesures du gouvernement vont assécher les finances, les réserves des offices HLM et vont peser sur la construction dans les années à venir. Cette dame est préoccupée pour son fils, mais on est tous préoccupés pour le logement social. Autre question. Joe souhaiterait une loi qui autorise le tribunal à demander le divorce pour protection, afin d'éviter l'affrontement qui est le facteur de peur pour le demandeur de divorce. Et vous êtes d'accord avec ça ? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'affrontement direct dans un couple au moment d'une demande de divorce ? Écoutez, il faut quand même... Dans une demande de divorce, il y a plusieurs étapes. C'est un moment de stress. Il y a plusieurs étapes. Il y a une étape qui est très souvent très tendue. C'est pour ça qu'il y a une première conciliation, souvent, mais maintenant il y a le divorce devant notaire qui est déjudiciarisé, donc ça va plus vite. Je pense que les gens doivent se parler, parce que s'ils ne sont que des époux, c'est pas un problème. Mais s'ils sont des parents, en plus d'être des époux, il va falloir qu'ils se parlent encore longtemps quand les enfants sont petits. Parce qu'il va falloir qu'ils continuent de co-éduquer leurs enfants ensemble. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse s'éviter. Après, il y a des problèmes de violence. Exactement. Là, répondez à un beau tweet sur les violences conjugales. Sur les violences conjugales, il y a des mécanismes particuliers qui sont là. Mais c'est effectivement difficile d'éviter qu'à un moment donné, ne serait-ce que pour que la justice puisse être prononcée, il faut quand même que les gens soient là pour dire qu'ils divorcent. Bien sûr. Sophie trouve que Marlène Schiappa est dans la pure continuité de vous-même quand vous étiez ministre des droits des femmes. Marlène Schiappa qui est secrétaire d'État à l'égalité des droits femmes-hommes. Vous êtes d'accord ? C'est un compliment ou un reproche ? Je ne sais pas. Vous le prenez comment ? Écoutez, je pense que Marlène Schiappa est secrétaire d'État chargée de l'égalité, j'étais ministre des droits des femmes, il y en a eu d'autres avant moi. Il y a toujours une forme de continuité entre les différentes ministres qui sont occupés de ces sujets, parce que comme on est sur des évolutions lentes de la société, il faut des politiques qui sont inscrites dans l'avenir. Une ministre ou une secrétaire d'État sur ces sujets, elle est obligée de poursuivre ce qu'a fait la précédente et d'y ajouter sa propre identité. Puisqu'on est dans la période d'évaluation des ministres par le Premier ministre, vous lui metteriez quelle note à Mme Schiappa ? Au-dessus de la moyenne ? Je ne fais pas ça. Je me suis interdite depuis un an de prononcer ce type de jugement sur ma successeur. Il peut m'arriver de juger sa politique, ses projets, ses résultats, mais la personne, je ne la juge pas. Pas sur la personne, bien sûr. Je pense qu'entre la grande cause nationale du quinquennat et les résultats, il va falloir que tout ça se rapproche. Parce que pour le moment, on a une grande cause, mais on a des petites lois. La grande cause, c'est quoi ? C'est l'égalité homme-femme ? Oui, c'est le président de la République qui a annoncé que c'était la grande cause égalité femmes-hommes, une grande cause du quinquennat. Pour le moment, on a une grande cause, mais on a des petits résultats. On ne dit pas égalité homme-femme, on dit égalité femmes-hommes maintenant. On dit égalité femmes-hommes, oui. Voilà. Mais je ne vous aurais pas repris. Restons justement sur la politique actuelle. Vous critiquez la lenteur du plan pauvreté, en tout cas sur Twitter. Pierre vous demande ce qu'a fait de concret le gouvernement Hollande pour lutter contre la pauvreté. 2 points dont vous vous souvenez, que vous avez porté, vous ? La prime d'activité, par exemple. La prime d'activité, nous avons fait ça dans le quinquennat de François Hollande. C'était justement pour éviter que les gens qui reprennent un travail ou ont des petites rémunérations, des petits jobs avec des petits salaires, soient tentés de rester inactifs et de toucher les aides, les allocations. Voilà, on a fait ça. Aujourd'hui, le gouvernement modifie la prime d'activité. Ils n'ont pas dit... Écoutez, j'ai été très surprise. J'ai vu ce matin qu'il y a un certain nombre d'informations qui remontent du côté du secteur du handicap et où des personnes handicapées se sont déjà vues dès le 1er juillet appliquer une modification de la prime d'activité. Et perdre entre... J'ai vu ça dans un article ce matin et qui vient du secteur associatif qui est assez sérieux, le secteur associatif du handicap. Donc, visiblement, il y a déjà des pertes de handicap. Et puis, je peux vous donner un autre exemple lorsqu'on a fait pour la pauvreté, tout ce qui a été fait pour les familles monoparentales, par exemple, avec l'augmentation pour toutes les familles, l'augmentation de l'allocation d'entrée scolaire qui concerne les familles pauvres. Pour les familles monoparentales, la mise en place de la garantie des impayés de pension alimentaire pour les mamans qui ne touchent pas les pensions alimentaires. Et on ne va pas faire l'énumération, mais voilà, 3 exemples. Dernière question de Charline. Vous qui connaissez bien Twitter et qui êtes sensible aux questions féministes, avez-vous un avis sur le procès de la journaliste Nadia Dam qui a attaqué ses cyberharceleurs ?
Écoutez, c'est une journaliste d'Europe 1, il faut dire, qui a été attaquée. Oui, je connais Nadia Dam. Pardon, voilà. Bien sûr, écoutez, d'abord, c'était bien qu'ils soient devant les tribunaux. C'était bien qu'ils aient été poursuivis. C'était la première fois qu'ils soient là. J'ai trouvé que leurs excuses manquaient un petit peu de conviction. Semblaient être assez dictées par leurs avocats. Ils ont été condamnés. C'est une excellente chose. Et je pense que Nadia Dam pourra peut-être la voir revenir sur les réseaux sociaux, du coup. Et oui, et ça va faire jurisprudence, d'après vous? Ah oui, mais c'est surtout que sur ces affaires-là, la loi permet de poursuivre. Ce dont on manque, c'est à la fois de services d'enquête suffisants. C'est un énorme boulot d'aller rechercher les auteurs de ce genre de tweets pour les services d'enquête. C'est un sujet de société. C'est un sujet de société. Touchés, hein. Si c'est de l'apologie du terrorisme, les services d'enquête vont y arriver. Mais pour tout un tas d'autres sujets, ça encombre les tribunaux et les services de police. Il faudrait énormément de moyens. Ils n'y sont pas. Et j'ose pas trop critiquer le gouvernement là-dessus. Je pense qu'il faut aller plus loin sur les sanctions contre les hébergeurs. Parce que, en fin de compte, tout le monde... Là, on a les deux garçons qui sont condamnés. Mais que font les hébergeurs pour faire cesser tout cela? Et à chaque fois, ils se protègent. Donc, en Allemagne, il y a une amende de 50 000 euros pour les hébergeurs. Ça calme, 50 000 euros. Nous étions avec la sénatrice de l'Oise, Madame Laurence Rossignol du Parti Socialiste. Nous vous remercions d'avoir joué le jeu des questions-réponses avec les internautes également. Merci Jean-Baptiste Semerjian. Merci aux internautes. Et puis, on vous retrouve à la rentrée avec grand plaisir, avec grande joie et passez de bonnes vacances d'ici là. Mais n'oubliez pas de regarder le Figaro Live et bon match à 16h. Il faut tweeter. Bienvenue dans le Talk Orange Le Figaro, le nouveau rendez-vous de l'actualité, tous les soirs en direct à 18h. Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Bonsoir Augustin Legrand, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Jean Sarkozy. Bonsoir. Bonjour Noël Mamère. Bonjour. Bernard Accoyer, bonjour. Bonjour. Bonsoir Jean-Marc Ayrault. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Hervé Morin, bonjour. Bonjour Geneviève Vintraud. Bonsoir Bernard Thibault. Bonsoir. À quoi pensez-vous en vous rasant? À pas me couper? Oui, mais coper, c'est un faux cul au sens où le dictionnaire emploie ce terme. Ça pose un homme, surtout qui connaît autant l'homme que la bête. Je n'ai pas envie de passer à gauche. Ce que je veux, c'est que la gauche reprenne certaines de nos idées. Le parti Front National est devenu le parti de la peur. Vous faites front commun avec les altermondialistes, alors? On fait front commun un peu avec le bon sens et on pense que c'est un petit caprice du Premier ministre, M. Ayrault. L'intervention publique est nécessaire. Vous êtes complice de cette manip? Ça n'est pas une manipulation et il n'y a pas de complicité. Le traître, je pense que le mot est sûrement pas adapté. Vous savez, là où je suis, j'ai beaucoup à faire. La ministre n'a pas encore dit grand-chose. Vous avez une coiffure hollywoodienne depuis cette campagne électorale. Pourquoi? Ouais, monsieur Tréhard, je n'ouvre pas de commentaires sur votre coiffure. Pas de commentaires là-dessus. Non, mais sur votre coiffure, moi ça m'intéresse pas. Elle a secoué le cocotier avec son style, avec sa façon à elle de faire. La fin est dans les moyens, comme l'arbre est dans la graine. Et je tiens à prévenir tous ceux qui sont ou seront mes alliés dans l'avenir, je suis un homme malcommode. Vous êtes pour la primaire derrière François Fillon ou derrière Nicolas Sarkozy? Je ne reçois plus, il y a mon oreillette qui vient de couper. Nicolas Sarkozy ne m'a pas donné la réponse, je suis désolé. Ah, c'est embêtant. Mais il n'y a pas de plan secret. Elle est intelligente, n'oubliez pas ce détail. Ce qui est vrai, je vous le confirme. J'en ai connu des événements qui m'ont formé, pas forcément usé, formé.